Libre penseuse, libre penseur, bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne Océan de Coach, chaîne 100% dédiée au coaching. Ici Mélanie Aina Rocaveri, coach professionnel, j'accompagne mes clients à réfléchir, décider et agir. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un bric-à-brac d'idées pour réfléchir autour du sujet: faut-il avoir honte de la rhétorique? Alors c'est donc un sujet provocateur. Faut-il avoir honte de la rhétorique? Alors pourquoi ici on parle de honte aussi quelque part? C'est aussi peut-être une façon de d'évoquer les réticences ou la méfiance, les réticences et les méfiances que l'on peut avoir à l'égard, de ce que suscite la rhétorique. Et dans la honte se posent aussi plusieurs questions. Déjà des questions en termes, d'exigence sociale, mais également des questions aussi peut-être en termes d'image de soi. Qui suis-je si j'utilise, la rhétorique? Qui ne suis-je pas aussi si je ne l'utilise pas quelque part? Et si on a une idée, peut-être, une idée, néfaste ou dévalorisée, une idée particulière sur la rhétorique, décourager ça peut nous décourager à justement à la développer. Et donc, commençons déjà peut-être par, dire quelques mots, définir peut-être la rhétorique. Est-ce qu'on peut dire déjà ce que je pense qui est important à dire, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule conception, de la rhétorique. Il y en a plusieurs. Ça, c'est important à dire parce que selon la conception que l'on se fait ou non, eh bien, on va avoir un positionnement, on va se positionner, qui va nous amener soit à aller vers ou alors à nous éloigner de cela et peut-être à mettre de côté et à ne pas s'y intéresser. Or, il y a plusieurs, définitions. Il y a celle qui revient toujours, qui est de dire qu'il est l'art de bien parler. Et il y a par exemple dans le livre de Clément Viktorovitch, enfin Klemovitch en tout cas, le livre de Klemovitch qui présente donc, la rhétorique comme une, en fait, ça va être de présenter ses idées de manière à susciter l'adhésion, de manière à susciter, l'adhésion, heu, des autres personnes. Et quand on parle de rhétorique est souvent aussi associée, l'idée de manipulation aussi. Et l'idée de manipulation ou bien de vils intérêts. Or, si on présente par exemple le fait de présenter ses idées de manière à susciter l'adhésion, d'autant plus dans un pays démocratique. Eh bien, quoi de plus normal finalement si on a un projet de société, si on a un projet qui vise peut-être des intérêts qui peuvent être, bénévoles ou même non bénévoles, enfin en tout cas dans la vie, dans les affaires courantes, on a besoin justement de pouvoir présenter ses idées, que serait-ce que même lors d'un entretien d'embauche. Si l'on ne sait pas défendre sa candidature, eh bien, voilà, on peut se percuter à un certain nombre de difficultés et là, on sera peut-être, limité au bon vouloir de ce que verra en face de nous l'employeur, par exemple. De ce qu'il voit ou de ce dont il a besoin là, maintenant et par exemple des nombres de candidats aussi qu'il y a. C'est-à-dire que si le candidat n'arrive pas à mettre les points forts
qu'il y a à l'embaucher, à présenter, ce qu'il sait faire, et bien, dans ce cas-là, et bien, ça peut facilement jouer en sa défaveur. Et donc ces idées aussi, négatives que l'on peut voir avec au travers de la rhétorique aussi, elle ne vient pas de nulle part non plus, parce que il y en a elle peut venir, de toutes parts. Et bien, l'une des sources aussi, eh bien, on peut peut-être citer Platon, le disciple donc de Socrate, qui va, qui fait une critique forte, notamment, bah, des sophismes où, finalement on dit que, bah, la rhétorique ça va vous avez, la vérité, et la rhétorique ça va être de faire semblant quelque part, d'avoir une vérité. Et il critique par exemple les débats qu'il peut y avoir entre les différents citoyens où, et bien finalement, où c'est celui qui a tort. En fait, c'est celui qui va triompher. Ça ne va pas servir la vérité, mais ça va plutôt servir à celui qui, à un moment T, a les plus beaux mots. Et déjà, ce dont il faut se rappeler aussi, c'est que Platon lui-même, on peut dire aussi peut-être qu'il est biaisé aussi par ses propres idées, ces idées qu'il a. Et on le voit bien quand il fait la comparaison entre, en disant que, il y a la que en faisant cette comparaison, la rhétorique et la vérité avec, la cuisine et la médecine. Donc dévaluant un peu, ce que c'est que la cuisine, et mettant plus en avant, ce qu'est la médecine. Or, bien, la cuisine, c'est aussi quelque chose un élément important, il me semble, dans la vie de tous les jours déjà pour cuisiner, pour manger, pour s'alimenter, pour vivre, en fait, pour répondre à un besoin aussi, élémentaire de sa vie. Et puis, bah, la mé des et puis surtout, la cuisine peut également servir aussi à produire des médicaments, ce genre de choses. Et donc, dire que la rhétorique, bien que oui, effectivement, il y a des risques ou, il y a effectivement, des usages et des risques qui font que, la vérité ne triomphera pas toujours. Mais, pour autant, est-ce une bonne idée de tout jeter, de tout, voilà, de tout jeter finalement quelque part? Il y a cette expression: «Jeter, le bébé avec l'eau du bain» quelque part. Donc, il y a déjà, il y a Platon, mais il y a aussi le fait que selon, les sociétés, la rhétorique, elle n'a pas eu la même place, heu et elle n'a pas servi aux mêmes acteurs. Parce que, par exemple, si on va à Athènes, 4e siècle, eh bien, c'était, les citoyens qui utilisaient la rhétorique et qui proposaient des questions sur lesquelles ils pouvaient hem, sur lesquelles ils pouvaient dialoguer. Et puis, au fil de certaines sociétés, la rhétorique, ben, s'est un petit peu éloignée, et c'était plus tellement quelque chose, qui relevait de la citoyenneté, qui relevait quelque part un peu du bien commun, on va dire. Et bien, c'est devenu quelque part, réservé à certaines professions. Par exemple, les professions d'avocats, voilà, il va y avoir donc différentes professions réglementées, et donc finalement ici, bah, le citoyen il est un peu dépossédé quelque part, de ce qui était, bah, en tout cas à Athènes par exemple, il va être dépossédé de ce en tout cas il va pas posséder lui, de cette possibilité de recourir finalement à la rhétorique, de la développer aussi. Et par exemple, bah, à l'époque, bah, romaine par exemple, et bien ici Ici donc c'est plus on n'est plus au niveau, des questions,
C'est-à-dire les questions, elles sont institutionnelles, c'est plus des citoyens qui arrivent et qui posent et qui inventent, enfin pas qui in oui, peut-être qui inventent, mais qui met sur la table en tout cas des questions qui leur semblent importantes. Ici, c'est les institutions du coup qui vont choisir qu'est-ce que c'est que, comment ça qui vont choisir quelles questions, méritent, qu'on aborde et ici donc la rhétorique, elle s'éloigne, c'est-à-dire on c'est plus question de, on où on a cette liberté de choisir un sujet. Non, c'est aussi ça va être, cette question-là, finalement, ça va être de mettre des arguments, faire des arguments et ce sont des choses donc qui vont être, donc qui ne qui vont être, réservées à certaines professions. Puis il y a également, le christianisme aussi, la montée du christianisme qui a également eu un une grande influence parce que, du coup, lorsqu'elle est venue, bah, elle aussi, il y avait cette idée finalement de hiérarchie et encore une fois, ce n'est pas tout le monde qui accède à cela, déjà et puis il y a également aussi, bien il y a aussi la notion de péché qui aussi qui arrive et cette notion de péché là, déjà ça va, reconfigurer aussi la façon de comment on voit les choses, de comment on utilise aussi, heu, comment on utilise la rhétorique et qui va, peut-être on peut le dire aussi, déformer aussi certaines choses ou alors la soumettre à une vision. Voilà, au début, c'était un objet citoyen, c'était quelque chose comme ça et là, se mettre à une religion finalement quelque part, à la vision de cette religion, des idées qu'elle souhaite véhiculer, de la société qu'elle souhaite modeler et ici, on est par exemple, Platon, il évoquait la vérité et ici, est-ce qu'on est sur la vérité ou alors on est sur une religion qui, en tout cas, se présente comme, voilà, vouloir être la vérité, mais est-ce que c'est la vérité ou alors, heu, plus si asseoir finalement son autorité quelque part? Asseoir son autorité et d'autant plus que par la suite, on verra qu'il y aura beaucoup d'idées, très fortes qui sont présentes et qui vont par la suite évoluer, voilà, ça et là, ça peut nous rappeler les sophistes qui disent que la vérité, bah, elle est circonstancielle. Parce qu'il y a voilà, il y a des idées, prenons par exemple la position, de l'Église notamment, quant à l'homosexualité où tout était condamné, voilà, c'était condamnable et ils étaient traités voilà, il y avait pas un respect du sujet en tout cas. Puis, bah, il y a pas si longtemps, il y a eu un pape qui s'est prononcé et qui a dit que, eh bien, que les homosexuels aussi étaient les enfants de Dieu. Vous voyez, c'est peut-être aussi une façon aussi de reconquérir une société qui qui change aussi quelque part. Mais, vous voyez, la vérité est circonstancielle. Bon, peut-être on peut voir un peu de sophisme là-dessus et donc revenons à cette, conception, c'est-à-dire qu'au finalement, il n'y a pas, qu'une seule façon de concevoir la rhétorique, c'est en fonction des sociétés dont il va dont il va y avoir, en fonction du pouvoir qui est en place aussi, du pouvoir qui est en place que, qu'il va y avoir, différentes conceptions et il n'est pas inintéressant d'aller s'interroger là-dessus, d'aller voir, d'être curieux, d'être plus curieux en tout cas des idées que l'on se fait nous, sur la rhétorique. Ah si, il y a une idée de méfiance envers une profession, l'idée, de manipulation, l'idée i donc il n'est pas inintéressant d'aller à la découverte de qu'est-ce qu'était la rhétorique j'ai envie de dire à l'origine ou alors à un moment T et parce que en fonction de ça, on va pas
et en fonction de ce qu'on va adhérer aussi, on va pas l'employer en tout cas de la même façon et on peut se questionner aussi en fonction aussi des sociétés, quelle rhétorique peut être souhaitable? Voilà, quel, type de rhétorique peut être souhaitable? Enfin, ça pose, différentes questions et il y a, par exemple, le cours que je mettrai en description, que vous pourrez voir en lien en description, le cours du professeur Meyer, qui est intéressant aussi sur la rhétorique, qui va montrer un petit peu cette évolution, ces différentes, conceptions qu'il y a derrière cette rhétorique et déjà si on est, dans une démocratie où on admet que les citoyens ont une voix, que leur voix importe, on considère aussi que la liberté de penser, elle imp la liberté de conscience aussi, elle est importante aussi et pour penser, il y a aussi un nombre d'initiations dont il est nécessaire de faire parce que pour mieux penser, on a besoin de lire, on a besoin d'écrire parce qu'un être qui, n'écrit pas ou qui ne lit pas, il accède beaucoup moins à un certain nombre de conceptions. Il accède de manière il a un rapport différent, il va avoir un rapport différent dans sa conception du monde, dans sa façon aussi d'évoquer le monde aussi et quelque part, l'écriture et la lecture, ça développe aussi cette, capacité à penser peut-être plus loin que les premières idées reçues que l'on peut avoir qui viennent, parfois, bah, de loin aussi de ce qu'on a pu entendre, de ce qu'on a pu voir, des injustices qu'on a pu voir, des expériences, qu'on a pu peut-être personnellement vivre ou alors, heu, qu'on a pu, voir aussi soit chez un voisin ou dans une famille, voilà. Je donne par exemple un exemple, souvent j'entends des dialogues aussi très très véhéments aussi à l'encontre, par exemple, des notaires ou également des avocats aussi, parce qu'ils ont eu des expériences, négatives où justement, heu, où, eh bien, il y a eu, des choses qui étaient peut-être un peu éloignées de la justice en tout cas et de ce fait, il va y avoir une association avec, bah, cette rhétorique qu'on peut retrouver dans ces professions-là et peut-être une inégalité de pouvoir aussi quelque part à ce niveau-là où ils se trouvent un petit peu impuissants dans certaines situations et donc il y a un peu cette association-là et si on se restreint à ce genre de choses, mais on peut pas faire face aussi peut-être à aux différents. On devient un peu plus impuissant quelque part parce que l'autre il possède, avec lui une façon de faire et un ensemble de procédés pour, énoncer sa parole, pour peut-être parfois oui, donner l'air de justice à une parole qui n'en est point, enfin qui n'en est pas liée en tout cas et si l'autre en face, il est démuni, si l'autre en face, il n'a pas été initié, alors il n'est pas allé faire la démarche d'aller, apprendre, d'aller découvrir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que lui, il peut faire, quelle est sa part, d'agir, quelle est sa part d'agir finalement dans la société dans laquelle il vit, d'aller construire quelque part, bah, sa façon de penser aussi et sa façon de penser, mais aussi sa façon d'énoncer, mais également son rapport aussi à lui-même et à l'autre aussi. Parce que, ce qui est intéressant aussi, particulièrement intéressant de la rhétorique, c'est que
et soulève également des questions. Elle soulève également des questions, mais en lien aussi avec, le côté, notre rapport au langage aussi. Parce que avec le langage que nous allons avoir, nous allons pouvoir négocier le rapport à la distance avec l'autre et il y a dans notre langage, à chaque fois, des questions qui sont sous-jacentes et si on soulève ces questions-là à peut-être un mauvais moment ou alors sans se rendre compte qu'on le fait, on peut avoir une parole qui nous défavorise et qui va dépendre également de la capacité à l'autre, et aussi de son intention aussi, qui va nous rendre à la merci peut-être quelque part de l'autre quelque part. Je vais peut-être prendre un exemple, c'est avoir, par exemple, le fait de dire, voilà, à un moment donné, on vous pose une question et puis vous dites: «Ben voilà, pour être honnête», vous commencez par là: «Pour être honnête», et là, vous dites, vous dites ce que vous avez envie de dire et là-dedans, dans «pour être honnête», il y a cette question de l'honnêteté qui se soulève tout à coup. Et c'est-à-dire que cette question de l'honnêteté, c'est-à-dire, peut-être que l'autre personne qu'elle a posé la question, elle se posait pas la question si vous étiez honnête ou malhonnête. Mais là, quand vous êtes pour être honnête, c'est-à-dire là, maintenant pour être honnête, et là, et bien dans l'esprit de l'autre, il peut commencer à se dire: «Eh bien, il peut commencer déjà à avoir des suspicions qu'il n'en avait pas au début». Voilà, il peut avoir des suspicions qu'il n'avait pas et ici, c'est pour ça que je dis, bah, ça va dépendre aussi, bah, des capacités de l'autre et de son attention aussi. C'est-à-dire, est-ce que, on reste sur des mots? Parce qu'on sait très bien qu'il y a il y a du mimétisme, il y a des abus de langage, il y a ce genre de choses et donc il y a des choses dont on ne tient pas rigueur, dont on ne va pas tenir rigueur et des fois, il y a d'autres choses où inconsciemment et bien, c'est consciemment ou consciemment, on va justement, heu, quel est le rapport aux mots de l'autre personne quelque part aussi? C'est-à-dire, il y en a qui vont être vraiment pris à cheval une fois qu'il y a des choses qui sont dites, lui, il va commencer à se poser d'autres questions qui vont déjà, heu, peut-être, faire perdre la force, de vos propos ou alors dévier le sujet sur quelque chose d'autre qui n'était pas le sujet qu'on souhaitait aborder initialement. Donc ça, voilà, ça peut être un exemple et il y a un ensemble de choses parce que quand on se c'est là que je comprends aussi pourquoi, Marc Bolan qui il invite finalement à aller lire par exemple les textes de Sophocle et cetera. Parce que, eh bien, quand on les lit, on expérimente aussi quelque chose, on expérimente finalement les différents conflits d'intérêts des différentes personnes, leurs, différents désirs et puis leurs contradictions aussi peut-être quelque part et c'est aussi, bah, c'est une expérience aussi quelque part qui permet de nourrir aussi, de réfléchir aussi, bah, son rapport à soi aussi. Parce que, comme je parlais tout à l'heure, il y a le rapport au langage et dans le rapport au langage, il y a parfois du déni. Par exemple, eh bien, je fais pas ça pour l'argent, je fais ça pour nanana et bah, l'autre interlocuteur peut se dire: «Si tu fais pas ça pour l'argent, pourquoi tu en parles là maintenant?» Et des fois parce qu'il y aura des fois, ce sera par, comme je dis, par, abus de langage, mimétisme, je sais quoi, mais des fois, c'est qu'il y a quelque chose ici d'un peu contradictoire que l'on met à la merci de l'autre finalement quelque part. Et il y a donc, dans cette expérience de la lecture, une façon déjà de concevoir, de voir, des choses chez, chez les différents, personnages. J'avais parlé du bric-à-brac d'idées dans un autre bric-à-brac d'idées de Philoctète de Sophocle, où on voit par exemple les intérêts contradictoires du fils Achille qui lui ne souhaite pas finalement mentir, ne souhaite pas,
Il préfère avoir recours à la force, il ne souhaite pas aller dans le stratagème de la ruse comme, l'initie Ulysse pour pouvoir, évidemment convaincre Philoctète de les rejoindre. Lui, il préfère aller par la force plutôt que d'aller dans le mensonge et là, ici, il va être obligé finalement d'aller un petit peu contre lui et dans ces choses-là, on va voir les tiraillements par lesquels il va passer et on voit également les tiraillements des autres personnages et ça, c'est très formateur aussi de voir ça parce que quand on voit ça, on peut aussi se questionner aussi soi-même, notamment quand on est face à des tiraillements et donc il y a aussi, beh, beaucoup finalement de pathos aussi quelque part, mais là, la question de la rhétorique, en tout cas, elle soulève un certain nombre de questions qui sont intéressantes dans la façon dont nous pensons, dont nous pensons l'autre aussi et c'est quelque chose qui dépasse aussi la manipulation. On peut parler de manipulation et puis y avoir des situations comme ça, mais c'est quelque chose ça serait réducteur et ça serait réducteur en tout cas de le réduire à l'idée de manipulation. Parce qu'il y a derrière ça aussi, ben, un apprentissage aussi, peut-être une élévation quelque part, une mise en distance aussi par rapport aux intérêts contradictoires que l'on peut avoir. Le fait par exemple de faire un écrit, ça permet également de suspendre, son jugement, c'est-à-dire de faire un écrit, c'est-à-dire imaginons, vous recevez un mail ou c'est pas forcément une bonne nouvelle ou quelque chose comme ça. Eh bien vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez tout de suite répondre et envoyer et ensuite peut-être parfois, peut-être regretter après coup d'avoir, envoyé ce mail-là. Mais vous voyez, il y a le fait d'écrire, permet d'avoir, peut-être un film, mais aussi quelque chose qui va permettre de réceptionner aussi toutes ces émotions aussi que vous recevez au moment de lire, de les de les traiter vous-même, avec vous-même, c'est-à-dire de les traiter avec vous-même pour pouvoir, réfléchir à un écrit qui va être, c'est-à-dire un écrit dont on ne va pas regretter par la suite en tout cas. Enfin, en tout cas, c'est peut-être pas ça, c'est plutôt un écrit qui ne va pas être le fruit des premiers instincts, mais qui va être plutôt le fruit d'une réflexion après, s'être assis, après s'être, sursis sur après comment dire ça? Après le sursoir en tout cas. Après le sursoir, donc d'avoir, ce moment de réception de ces émotions-là pour ensuite se poser un certain nombre de questions de quel message est peut-être pertinent ici d'envoyer dans cette situation-là, plutôt que de répondre quelque chose qui peut peut-être provoquer plus de pathos, plus de d'émotions qu'il n'en faut. Alors que s'il est traité déjà avec, soi-même, il peut ensuite amener à faire fleurir d'autres choses et peut-être même des choses qu'on n'avait pas vues au moment où on aurait tout de suite répondu et envoyé. Donc, je disais ça s le rhétorique, il questionne aussi, voilà, notre rapport de comment on voit le monde, comment on pose des questions aussi et plusieurs autres choses et je disais tout à l'heure, il y a plusieurs conceptions de la rhétorique et ça, c'est intéressant parce que justement, selon les différentes conceptions que l'on a, on va pas se positionner de la même façon et moi, ça me donne envie de citer un professeur
qu'il y a une façon de concevoir, l'apprentissage qui est en fait, bah, l'apprentissage, ce n'est pas, de recevoir, voilà, ce n'est pas, de recevoir un certain nombre, ce n'est pas un acte mécanique où on va recevoir, voilà, des informations comme ça et là, on va pouvoir, acquérir ces informations-là. Non, c'est plutôt ça va être, plutôt en fait, lui, il parle dans sa façon, lui, il parle de conception. C'est-à-dire que nous, dans notre façon de on utilise les conceptions pour, comprendre le monde et ces conceptions-là peuvent être un frein pour les nouveaux apprentissages dont on a envie de faire et lui, il va en fait, c'est l'idée de par exemple, le pédagogue qui souhaiterait transmettre quelque chose à cet individu, c'est d'aller avec les conceptions initiales qu'a cette personne-là, qu'a l'apprenant, pour justement aller contre. C'est-à-dire, il y a cet effet aussi, bah, finalement, j'ai envie de dire, bah, il y a les idées reçues et bah, quelque part, c'est de nourrir avec ce qu'il a, accepter là où il est, de nourrir, cette personne-là pour qu'elle puisse s'approprier ces savoirs et penser et elle-même faire cet acte-là où, sont évacuées finalement ces idées reçues qui l'enferment elle-même, qui piègent et qui est un obstacle quelque part, qui est un obstacle à de nouvelles compétences, de nouveaux, apprentissages et aussi, ben, peut-être aussi un nouvel avenir et donc, le professeur, c'est André Giordans, il me semble. C'est de André Giordans et donc mon message à travers ça, eh bien, c'est justement, faut-il avoir honte de la rhétorique? Bien, il est intéressant d'aller questionner peut-être ces idées reçues et pas que les questionner, pas que être avec soi-même tout seul. C'est aussi d'aller interroger les différents textes qu'il y a, les différents orateurs, les différents représentants finalement, de cette discipline et de pas s'arrêter à une seule, hein. Il y en a plusieurs et il y a ce côté un peu de découvreur, découvrir malgré l'idée que j'en ai, malgré l'idée que l'on m'a donnée, d'aller découvrir, d'aller plus loin et d'aller questionner ça, pas qu'en restant que sur nos propres représentations que nous avons, mais en allant chercher aussi à l'extérieur, en allant interroger les différentes sources pour pouvoir ensuite voir, nous, qu'est-ce qu'on en fait et quelles décisions on prend, qu'est-ce qu'on a envie de faire avec, cette, rhétorique-là et puis quelque part, consciemment ou inconsciemment, il me semble que la rhétorique, on l'a fait et ça peut être encore plus intéressant quand on sait ce qu'on fait. Quand on sait ce qu'on fait et quand on peut en plus aller plus loin pour voir comment on réfléchit dans notre société et pour moi, effectivement, la rhétorique, on a intérêt à ce que ce soit quelque chose de partagé. Quelque chose de partagé, dans laquelle chacun va pouvoir, se développer, va pouvoir exprimer ses idées pour finalement nourrir. C'est-à-dire, si on nourrit à la fois l'individuel, mais c'est-à-dire l'individuel, chaque individu a besoin pour, se développer, de s'exprimer, même si c'est pour dire des bêtises des fois, eh bien, il y a besoin de dire ces bêtises pour ensuite, heu s'affranchir de ces bêtises, plutôt que ces bêtises, elles restent, coincées dans un endroit et qu'on met des couches, de choses qui paraissent bien, qui paraissent cohérentes. Le problème, c'est que ces bêtises-là, on ne sait pas très bien comment elles vont agir par la suite et donc c'est intéressant aussi que les personnes, elles s'expriment, quel que soit leur niveau, quelle que soit leur profession. C'est une affaire de citoyenneté.
et nous aujourd'hui, on n'est plus au 4e siècle, où à Athènes, voilà, c'était que les hommes qui étaient citoyens. Aujourd'hui, même les femmes, les les noirs, il y a plus d'esclavage aujourd'hui, même dès lors qu'on est homme, dès lors qu'on est humain, on peut voter, on a droit à avoir une voix et il me semble, on a cet intérêt-là à nous entraîner, à nous exprimer, à faire des erreurs, à bénéficier d'espaces hors menace où on va pouvoir justement faire ces erreurs pour en apprendre finalement, pour s'améliorer quelque part et et pouvoir, aller vers, des pensées meilleures, des pensées plus libres, plus libérées, des instincts, des premiers instincts et des intérêts puérils que l'on peut avoir pour, s'intéresser pour commencer à s'intéresser peut-être plus loin que son nombril quelque part, pour s'intéresser vraiment à la société et vraiment faire société. Et donc faut-il avoir honte de la rhétorique? La question pour moi mérite d'être posée et elle mérite d'être posée justement peut-être pour y aller vers et découvrir les trésors que l'on peut avoir. Bien, je vous remercie pour votre écoute. Je vais terminer ce live ici et nous aurons sans doute l'occasion de d'aborder à nouveau le sujet et je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Au revoir.